Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Simon-Michel Bellil, je suis chiropraticien. Je travaille beaucoup avec les sportifs. Je suis un des professionnels du CDESL aussi. Et puis, donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est course à pied. Je travaille avec les jeunes aussi de la polyvalente à Saint-Jérôme. Fait qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui m'ont déjà croisé. Aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler au niveau de la course à pied. Donc, ce que je veux parler par rapport à la course à pied, je veux surtout parler de la prévention des blessures. Parce que là, avec le temps de confinement qu'on a présentement, ben, c'est à peu près un des seuls sports qu'on peut faire à l'extérieur, qui est agréable à faire. Et puis que ça prend pas grand-chose en tant que tel, puis ça va permettre de rester entraîné, puis ça va permettre de garder un bon cardio. Puis le pourquoi que je voulais parler de la course, mais justement, c'est pour essayer de prévenir au niveau des blessures. Parce que moi, je continue à en faire, j'en fais beaucoup de courses à pied, puis j'ai croisé beaucoup de gens dernièrement qui en font de la course à pied. Des fois, il y a des gens qui sont débutants aussi, puis ça se voit, puis ils risquent pas mal de se blesser. Puis dans votre cas aussi, c'est que vu que vous êtes pas mal tous des jeunes qui sont en forme, mais ce qui va arriver, c'est quand on est en forme, souvent le risque de se blesser il est augmenté. Parce qu'à ce moment-là, on est dans la forme, fait qu'on va courir, puis souvent on va courir trop, puis on va courir trop intense. Donc, il faut être prudent par rapport à ça, il faut faire attention. Puis je vais en reparler tantôt au niveau de la progression en tant que telle de la course à pied. Une petite chose aussi, là, pendant le temps du confinement, parce qu'on est encore confiné par rapport à tout ce qui arrive avec le COVID-19 là, présentement, tu sais, je demanderai à tout le monde, si vous allez courir à l'extérieur, de respecter toutes les consignes de sécurité que la santé publique a données. C'est-à-dire que si dans votre région, les parcs sont fermés, ben, allez pas courir dans les parcs. Si les pistes cyclables dans certains endroits sont fermées, allez pas courir dans les pistes cyclables à cet endroit-là non plus. Puis aussi, ben, respecter le 2 mètres avec les autres personnes. Puis surtout, soyez respectueux. Quand on va courir, il va souvent avoir des gens sur le trottoir, souvent avoir des gens dans la rue. Fait que de prendre le temps de faire le détour puis d'aller un petit peu plus loin quand on va courir pour pas déranger les autres utilisateurs de la chaussée puis de la route. Donc, ce que je disais tantôt, je n'ai parlé déjà un petit peu, mais ce qui est hyper important au niveau de la course à pied, c'est d'avoir une progression qui est lente quand on va commencer à courir. La course à pied, c'est un sport d'impact. À chaque fois qu'on va courir, il va y avoir un impact qui se fait au niveau du sol. Cet impact-là va avoir une répercussion au niveau des chevilles, au niveau des pieds, au niveau des genoux, des hanches. Puis là, ben, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que si on laisse pas le temps au corps de s'habituer à cet impact-là, ben on risque de se blesser. Puis la façon de l'habituer, ben c'est de s'entraîner d'une façon graduelle, puis de pas en faire trop. Souvent, c'est de courir trop souvent, courir trop longtemps ou courir trop vite qui vont venir créer ces blessures-là. Parce que si on répète notre patron de course qui est pas nécessairement le meilleur, qui est pas nécessairement bon, plusieurs fois, ben là, on risque de se blesser. Puis comme je disais, c'est surtout qu'il faut laisser le temps à notre corps de s'habituer tranquillement au niveau de la course à pied, au niveau des impacts de la course à pied. Donc, une progression qui se fait d'une façon un peu plus lente. Puis, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la course à pied, le repos, il est tout aussi important que l'entraînement. Du vélo, on peut aller faire 200 km de vélo, puis le lendemain, en refaire 100. Puis, bon, on va avoir mal aux fesses, c'est sûr, parce qu'avec la selle de vélo, ça va être un peu difficile, mais on risque beaucoup moins de se blesser que d'aller courir une journée 30 km quand on en court presque pas. Puis le lendemain, de retourner courir, ben là, on n'a pas laissé le temps à notre corps de se reposer. Puis là, à ce moment-là, on risque vraiment de se blesser. Donc, le repos est toujours aussi important que la course. Et puis aussi, comme je disais tantôt, ben, vu que vous êtes déjà quand même des bons athlètes, puis souvent, ben, vous faites des sports d'endurance, vous faites de la natation, vous faites du vélo, fait que vous avez déjà un bon cardio, puis c'est là que le risque de se blesser est encore plus important, parce que ce qui va arriver chez les gens qui ont déjà de l'endurance, ben, à ce moment-là, ils vont être capables de courir pendant 1 heure, mais les articulations, les genoux, les hanches, le dos seront peut-être pas encore tout à fait adaptés pour pouvoir faire des aussi longues distances. Puis là, à ce moment-là, on va risquer de se blesser. Donc, puis un bon livre là, au niveau de la progression de la course à pied, là, moi ça, c'en est un que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois, ça s'appelle Courir au bon rythme. C'est Jean-Yves Cloutier qui l'a écrit. Il y a le volume 1, volume 2, il a fait Marcher au bon rythme aussi. Mais Courir au bon rythme, le 2, là, celui-là comme ça, c'est déjà pour ceux qui font déjà un peu de course à pied. Puis il parle vraiment d'une bonne façon de progresser. Puis il y a des bons entraînements pour faire des 5, des 10 km aussi, de la façon de s'entraîner, 3-4 fois semaine, le nombre de fois s'entraîner. Donc, c'est vraiment une bonne lecture à faire.
Puis au niveau de la progression puis de la manière de courir en tant que telle, on va parler, quand on va courir, on va y aller entre 70% puis 80% du temps, on va avoir juste une vitesse jogging. Donc, on va courir, en guillemets, lentement, puis on va faire de la vitesse ou de l'intensité juste un 20 à 30% du temps dans nos entraînements. Quand je parle de 80% du temps plus lent, 70% du temps plus lent, ben on parle de vitesse jogging. Ça veut dire qu'à ce moment-là, 80% du temps qu'on va courir, il faut être capable de parler. Si on est trop essoufflé pour parler, c'est parce qu'on court trop vite. Puis courir trop vite, si on le fait trop souvent, ben c'est là qu'on va se blesser. Donc, il faut être prudent avec ça. Quand on va courir, il faut être capable de parler la majorité du temps. Puis, dans quelques moments, on peut faire des 2-3 minutes, des 5 minutes, des 10 minutes, que là, on peut y aller puis courir un peu plus intense. Puis en le faisant de cette façon-là, vous allez voir la progression de votre vitesse, votre amélioration au niveau des distances va être quand même remarquable là, par la suite. Donc, ça, c'est quelque chose à faire bien attention. Le principe du 80% du temps, on court lentement, puis un autre 20% du temps, on va courir plus rapidement. Ça, au niveau, ben, puis je parlais au niveau des blessures tantôt. Donc, il y a certains facteurs de risque aussi au niveau des blessures qui sont reconnus par rapport à la course à pied. Donc, des choses qu'il faut faire attention. Le premier facteur de risque d'une blessure, statistiquement parlant, c'est d'être un nouveau coureur. Donc, quelqu'un qui n'a jamais couru, souvent, ben justement, il ne saura pas trop qu'est-ce qu'il en est au niveau de sa progression. Il va courir souvent trop longtemps, il va courir trop intense, puis il risque plus de se blesser. Aussi, un petit quelque chose qui apparaît par rapport à un coureur d'expérience qui va être capable de ressentir le problème arriver ou qui va déjà avoir eu des blessures, puis qui va savoir quand arrêter puis quand se reposer. Ben, des fois, un nouveau coureur, ben là, il ne sait pas nécessairement, puis il risque plus de se blesser à ce moment-là. Un autre facteur de risque, c'est de courir un trop grand volume dans une semaine. Pour un homme, statistiquement parlant, dans ce qui est sorti dans les études, c'est que de courir plus que 64 km par semaine, ça serait un facteur de risque pour les blessures. 64 km par semaine, ça commence déjà à faire beaucoup de courses à pied. Donc, il n'y a pas grand monde qui vont courir ça, là, plus que 64 km par semaine. Pour les femmes, ça devrait être assez semblable aussi là, par rapport aux distances. C'est juste qu'il n'y a pas d'études de sortie là-dessus. Mais de penser à ça, qu'un trop gros volume d'entraînement pourrait être un facteur de risque au niveau des blessures. Un autre facteur très important aussi de risque de blessure, c'est d'avoir déjà eu une blessure. Donc, si on s'est déjà blessé au niveau du genou, si on s'est déjà blessé au niveau d'une cheville, si on s'est déjà blessé au niveau d'un pied, déjà eu des fasciites plantaires, des choses comme ça, bien là, à ce moment-là, le risque de se blesser est augmenté parce qu'on risque de blesser encore notre ancienne blessure. Donc, ça fait partie des facteurs de risque. Puis, le quatrième facteur de risque qui a été documenté, puis ça va vous intéresser beaucoup, c'est le fait d'être compétitif. Donc, généralement, si vous êtes dans le CDESS, c'est parce que vous êtes des athlètes d'excellence, vous êtes des bons athlètes, vous êtes des gens qui ont tendance peut-être à être compétitifs. Donc, il faut faire très attention à ce moment-là parce que c'est souvent là qu'on va avoir tendance à vouloir se pousser un peu trop puis se pousser un peu trop fort. Donc, c'est le pire pattern, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais couru, qui a déjà eu une blessure à son genou, puis qui est compétitif. Ben là, à ce moment-là, il faut être très prudent. Il faut y penser parce que là, à ce moment-là, les risques de se blesser sont augmentés de beaucoup. Puis, je suis sûr que dans ceux qui m'écoutent présentement, il y en a qui rentrent dans ces critères-là. Donc, faites bien attention, puis pensez-y. 80% du temps, il faut être capable de courir sans être essoufflé. Sinon, on va trop vite. Et je vous le dis, c'est pas facile parce qu'on a l'impression, là, quand on court, qu'on n'est pas essoufflé, qu'on court comme des tortues, ben au début, ça donne cette impression-là. Puis ce qui est vraiment génial avec la course à pied, c'est que vous allez voir, vous allez faire quelques semaines d'entraînement, 3-4 semaines, puis vous allez déjà avoir une grosse progression au niveau de votre vitesse et au niveau de vos distances. C'est souvent ce qui va arriver en tant que tel, puis c'est super le fun quand ça fait ça. Au niveau de la posture de la course à pied, il n'y a pas une posture en tant que telle qui est la posture parfaite. Puis si vous commencez à fouiller là-dedans, vous fouillez sur Internet ou vous fouillez dans des livres, il y a des méthodes, il y a des techniques qui existent de course à pied. Là, il y en a beaucoup. Fait que vous pourrez en trouver, vous pouvez vous amuser à regarder là-dessus.
Techniquement, il n'y a pas une bonne méthode de courir. Puis, je vous dirais que ça, c'est la majorité, dans la majorité des sports, il faut pas regarder non plus les athlètes d'élite, là, les coureurs de marathon, là, les Kenyans qui font des marathons en 2 heures, là, en un peu plus que 2 heures. Eux autres, qui ont une façon particulière de courir, puis c'est pas là-dessus qu'il faut se baser, là, parce que le coureur moyen, là, ça ressemble pas à ça, là, en général. Donc, faut faire attention. Puis au niveau de la posture, ben, il y a quand même des principes de base à faire attention. Je vous dirais que la chose principale à faire attention au niveau de la course à pied, c'est au niveau de rester détendu. Quand on va courir, il y en a beaucoup qui vont courir puis ils vont avoir les épaules pognées puis le haut du corps pogné puis ils vont courir un peu comme Rocky, là, comme ça, en se balançant la tête, les épaules d'un côté à l'autre. Ça, il faut faire attention. Il faut penser à rester droit puis à rester les épaules, la tête, le cou, les muscles. Il faut que tout soit détendu. Puis moi, le petit truc que je me suis donné par rapport à ça, c'est que j'ai ma montre, j'ai une montre GPS. Elle, quand je vais courir, ben, à chaque kilomètre, elle va faire un petit bip. Ben, quand j'entends mon bip comme ça, ce que je pense, c'est que je pense toujours à relâcher mes épaules. Au début, les 3-4 premiers kilomètres, habituellement, il n'y a pas trop de problème à être détendu. Mais quand ça fait 12, 15, 20 kilomètres que je vais courir, ben, quand j'entends ce petit bip-là, ben, là, à ce moment-là, je vais penser à me détendre, à me relâcher un peu pour détendre au niveau de mes épaules. Donc ça, de penser à rester détendu. Ensuite de ça, d'être bien droit aussi. Donc, faut pas... Des fois, ce qui va arriver, surtout quand on fait des plus longues distances, on va avoir tendance à courber le dos, courber la tête, à être penché comme ça ici vers l'avant. Les gens qui vont développer, là, ça j'entends souvent, là, j'ai des points là, au niveau des côtes, des douleurs en dessous des côtes quand je vais courir. Ben ça, ce qui va arriver, ces points-là, souvent c'est une question de posture. Là. Les bras trop par en avant, les épaules trop par en avant, la tête trop penchée aussi. Ça, à ce moment-là, la cage thoracique ne peut pas prendre d'expansion quand on va inspirer, puis quand on va être essoufflé. Puis à ce moment-là, on risque d'avoir des douleurs. Fait que de penser à garder le corps bien droit. Les bras, quand on va courir, c'est juste de garder les bras bien détendus, puis de chaque côté du corps comme ça ici. Ce qu'il faut éviter, c'est d'amener les bras comme si on avait une ligne en avant de nous au centre. Il ne faut pas que nos bras traversent cette ligne-là, parce que ce qui va arriver, si on court et on amène les bras comme ça ici, ben à chaque fois, ça va induire une rotation dans le haut du corps. Cette rotation-là va avoir de l'impact au niveau de notre colonne vertébrale, va avoir de l'impact au niveau du bassin. Puis là, à ce moment-là, on risque de se blesser. Fait que les bras, on les laisse détendus, les épaules détendues, les bras chaque côté, on les fait aller au même rythme qu'on va courir. Ensuite de ça, quand on va déposer le pied aussi. Donc, je suis pas sûr que je me rends jusqu'à temps qu'on va au niveau de mes pieds. Ce qui est important, c'est d'essayer de déposer le pied sous la hanche quand on va courir. Donc, il ne faut pas aller déposer le pied en avant. Il ne faut pas aller le déposer trop loin en avant sur le talon. Parce que là, à ce moment-là, si on dépose loin en avant, puis on arrive directement sur le talon, puis que le pied est déposé loin, bien, ce qui va arriver, c'est que ça va faire un gros impact. On va se freiner. Mais après ça, il faut repasser par-dessus notre jambe. Fait qu'on n'est pas efficace. On risque de se blesser. Donc, quand on dépose le pied, on va le déposer sous la hanche. Là, je pourrais rentrer dans le débat de courir sur l'avant-pied, courir sur les talons. La majorité des gens vont courir quand même un petit peu sur le talon, puis c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est d'arriver directement sur le talon, loin en avant de la hanche. Là, on risque de se blesser. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment déposer le pied beaucoup plus sous la hanche. Puis la jambe, quand on veut courir plus vite, l'autre truc à penser, c'est que si on veut allonger notre foulée quand on va courir, quand on veut courir vite, c'est pas en amenant le pied vers l'avant. Ce qui va allonger notre foulée, c'est vraiment d'amener la jambe vers l'arrière. Donc, c'est l'extension de la jambe qui va permettre d'allonger notre foulée, qui va nous permettre d'aller plus vite. Donc, c'est pas d'amener le pied loin en avant, la jambe loin en avant, mais c'est vraiment d'étirer plus la hanche vers l'arrière, donc d'amener la jambe vers l'arrière pour pouvoir aller plus vite. Une autre chose qui est à faire, qui est à faire attention quand on va courir, moins risqué de se blesser. La façon de l'expliquer, c'est de courir léger. Tu sais, ce que je veux dire par courir léger, puis la différence, c'est courir pesant.
Donc, quand on va courir pesant, il y a beaucoup d'impact. Puis il y en a des coureurs, on va l'entendre surtout sur un tapis roulant, qu'ils vont courir, puis on entend là, bang, 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 bang. Puis l'exemple que j'utilise, c'est quand on va dans un gymnase, dans un gym, puis qu'il y a des tapis roulants, ben quand il y a un coureur qui va courir trop fort, on l'entend. Là, le tapis, là, on a l'impression qu'il va briser. Là, on a l'impression que les poids, les dumbbells, là, ils vont bouger là, de chaque côté là, de lui. Lui, c'est un coureur qui court beaucoup trop pesant. Puis quand je dis pesant, c'est parce qu'il y a de l'impact. Puis si on fait de l'impact et qu'on cogne comme ça là, toutes les fois, ben imaginez l'impact que ça peut avoir au niveau de nos pieds, au niveau de nos genoux, puis au niveau de nos hanches, notre dos. Donc, ça peut amener, les répercussions, c'est que ça peut amener à avoir des blessures à ce moment-là. Donc, il faut vraiment penser à courir léger en tant que tel. Puis la meilleure façon de penser à courir léger, ben, c'est un peu comme quand on va courir sur de la glace ou sur une surface qui est mouillée. Si on court sur le bord de la piscine ou des trucs comme ça, ben, on n'a pas le choix de courir léger à ce moment-là parce que si on essaie de courir puis que ça cogne dur, ben, les pieds vont glisser puis on va partir puis on risque de se blesser. Donc, quand je parle de courir léger, c'est par rapport à ça que je vais parler. Ou sinon, une autre façon, encore mieux, si vous avez un tapis roulant à la maison, ben sur le tapis roulant, c'est assez facile de savoir quand on va courir pesant ou on va courir léger, juste par le bruit que ça va faire. Donc, il y a ça là, qui est à faire attention, là, courir plus léger. Sinon, une autre chose aussi, par rapport à notre vitesse de course, pas à notre vitesse de course, mais plus au rythme de nos pas de course. Ce qui a été démontré dans les études sur la course à pied, ce qui risque moins de blesser, ce qui risque moins d'amener des blessures, c'est d'avoir un rythme de course qui va se situer entre 170 et 190 pas minute. Fait que probablement, vous en avez déjà entendu parler, là, le chiffre magique, là, c'est d'être à 180 pas minute. Fait que c'est 180 pas minutes, là, c'est une moyenne. Si on est entre 170 et 190, habituellement, là, c'est quand même une bonne cadence de pas de course. Donc, quand je parle de cadence de pas de course, c'est le nombre de pas qu'on va faire en une minute. Ça veut dire qu'on peut aller exactement à la même vitesse, mais varier notre cadence au niveau de nos pas. Et puis, ce qu'il faut éviter, c'est surtout une cadence qui est trop basse. Fait que des gens qui vont courir, qui vont faire avoir des grandes foulées, mais qui vont courir à 150 pas minutes, ben là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est quand on a une cadence qui est plus lente, ben à chaque fois, on va passer plus de temps au sol, on va créer un plus gros impact au niveau de notre pied, au niveau de notre hanche, puis là, à ce moment-là, on risque de se blesser. Tandis que si on se situe, qu'on fait des plus petits pas, on va être plus efficace, puis il va avoir moins d'impact au niveau de nos articulations. Puis je vous jure, si vous le faites, là, que vous courez déjà, puis que vous avez déjà un rythme là, qui est à peu près à 150, puis que vous travaillez, puis même ça, juste le facteur-là, là, travailler à 180 pas minutes, là, faites l'exercice là, pour le fun là, de calculer. Il y a des montres qui le calculent directement. Là, si vous avez des montres GPS, là, ça le fait directement. Mais sinon, on peut le calculer aussi. Ça donne une trentaine de pas pour un pied sur 20 secondes d'un côté. C'est-à-dire que si je calcule le nombre de pas sur mon pied gauche, ben en 20 secondes, je devrais être rendu à une trentaine de pas là, pour être autour de 180. C'est-à-dire plus ou moins 28, 32 pas. On devrait pas mal être dans 180 pas minutes. Puis, ça permet de faire autre chose, même en courant, de se concentrer là-dessus. Des fois, c'est intéressant parce qu'on va courir plus longtemps puis on s'en rend même pas compte quand on se donne des petits objectifs comme ça. Mais de courir à 180 pas minutes, ça veut dire des plus petits pas. Puis, dans le fond, c'est pas d'augmenter la vitesse. On peut courir à 10 km/h avec 180 pas minutes, comme on peut courir à 10 km/h puis à le faire à 150 pas minutes. C'est juste que notre foulée va être plus longue, tandis qu'à 180, elle va être plus courte. Fait que des petits pas rapides, on est beaucoup plus efficace que de faire des grandes enjambées qui va avoir qui va augmenter l'impact là, au niveau de nos articulations. Donc ça, c'est une autre chose à faire attention au niveau du rythme de notre pas de course. Un autre livre qui est super intéressant, puis j'imagine que vous avez déjà entendu parler là, de la clinique du coureur. Là. Il y a le livre de la clinique du coureur qui a sorti là, récemment aussi. C'est un autre bon ouvrage. Un peu plus gros à lire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris quand même plusieurs collaborateurs. Là, chaque petit paragraphe, pas qu'un paragraphe, mais chaque petit chapitre, c'est différents collaborateurs du monde de la course à pied qui vont parler des études qu'ils ont faites sur un paquet de sujets, autant que ça peut être la course en trail,
que ça peut être la course sur route, que ça peut être sur le 180 pas minutes, que ça peut être sur l'impact. Ils vont parler aussi beaucoup au niveau des blessures, le type de blessure qu'il va avoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour chacune des blessures. Donc, on peut faire attention là, par rapport à ça. Puis, ce que je vous dirais, une chose qui est à faire quand on va courir, essayez de vous fixer un objectif. Tu sais, c'est l'idéal quand on veut commencer à courir, parce que si on va courir puis qu'on se fixe pas un objectif, ben habituellement c'est dur après ça d'y aller puis de vouloir s'entraîner puis de voir une progression. Tandis que si on se fixe un objectif, si on se dit que ben dans un mois j'aimerais ça faire un 5 km en 25 minutes, donc on peut mettre des chiffres, vous y allez comme vous voulez, ça peut être de la distance, ça peut être d'améliorer un temps sur une distance, mais fixez-vous un objectif puis essayez de trouver une façon, une progression pour se rendre à cet objectif-là. Donc, de courir un 3 fois semaine, un 4 fois semaine pour pouvoir le réussir. Surtout, ce que je disais tantôt, d'être progressif dans votre course, de faire attention pour pas en faire trop, être trop intense, mettre trop d'impact non plus là, au niveau des articulations, puis trop de distance. Donc ça, faut faire attention. Puis il y a un objectif qui est réalisable aussi. Tu sais, si vous avez jamais couru, ben de penser à faire un demi-marathon ou de faire un marathon, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut partir par des distances qui sont plus courtes et essayer de travailler un petit peu plus sur la vitesse. Ça n'est une chose aussi qu'on peut discuter un peu. C'est la majorité d'entre vous, vous êtes plus entre le 12 ans puis 17 ans, 18 ans, mettons. À cet âge-là, disons que l'idéal, c'est de rester dans des distances qui sont plus petites que de 10 km, 15 km. Fait qu'on parle de parler de courir 1 heure, c'est à peu près ce qui est à faire. C'est pas que ça va être dangereux de courir des distances plus longues, mais disons qu'il y a quand même un risque de se blesser. Puis là, je pourrais embarquer dans le débat des blessures au niveau des cartilages, puis des plaques de croissance et tout ça. Il n'y a absolument rien qui prouve qu'il peut y avoir des risques au niveau des plaques de croissance à courir. Mais physiologiquement parlant, puis avec le risque de blessure qui est à faire, pour les très longues distances, c'est mieux d'attendre un peu. Mais tu sais, comme je vous disais tantôt, fixez-vous un objectif là, de faire un 5 ou un 10 km. Habituellement, c'est amplement suffisant pour commencer. Puis jouez plus sur améliorer votre temps de course plutôt que d'essayer de faire des longues distances. Donc, je me demandais s'il y en a certains qui ont des questions. Je peux essayer d'aller voir là sur les différentes applications. Ça, ici. Je vais ouvrir ici, voir s'il y a des commentaires. Est-ce qu'il y avait des questions particulières sur ce que je viens d'expliquer? Sinon, je peux repartir sur un autre sujet. Comme ça. Puis, Instagram non plus. Ben, au niveau des blessures en tant que telles à course à pied, tant qu'à en parler, je voulais parler de prévention, mais on peut parler aussi du type de blessure qui va exister. En course à pied, il y a 2 types de blessures qui vont exister. Il va y avoir les blessures qu'on va parler plus circonstancielles. Puis quand je parle de blessures circonstancielles, ben, ça va être les blessures qui vont arriver parce qu'il y a eu un événement particulier. Là. On va avoir tombé, ça va être tordu la cheville, on va se faire une entorse, on va avoir été percuté par un vélo ou on va avoir enfoncé dans un autre coureur. Donc ça, ces blessures-là, on appelle ça des blessures circonstancielles. Puis ça représente à peu près un 20%, 10 à 20% des blessures qu'il va avoir à course à pied. Donc c'est pas un gros facteur de blessures. Puis l'autre 80% des blessures qu'on va avoir à course à pied. Puis là, ça, c'est des blessures que je vois fréquemment dans mon bureau, que je vois fréquemment associées au niveau de la course. Ça va être les blessures d'usure ou les blessures de surutilisation. Donc là, quand je parlais tantôt du trop de course, trop intense, trop de côte, trop de volume, il va y avoir eu un trop à quelque part.
Puis, ce que j'expliquais tantôt, c'est que notre corps, lui, il va s'adapter au niveau de la course. Puis, à chaque fois qu'on va aller courir, finalement, ce qui va arriver, c'est qu'on induit un stress au niveau de nos structures, que ce soit nos muscles, nos tendons, nos cartilages, nos ligaments, nos articulations. Donc, toutes ces structures-là vont avoir un certain stress, il va y avoir certaines micro-blessures qui vont se faire. Puis ces micro-blessures-là, qu'on fasse n'importe quoi dans une journée, ça va arriver, mais aussi à la course à pied, ça va arriver. Puis si on laisse pas le temps à notre corps de récupérer ces blessures-là, mais là, à ce moment-là, on repart, on retourne courir sur une micro-blessure qui était déjà là. Puis, ça fait en sorte que on risque de l'augmenter, cette blessure-là, de l'augmenter, de l'augmenter, de l'augmenter. Puis là, à un moment donné, mais ça va finir par être si un tendon qui va être inflammé, c'est une tendinite qui va apparaître à ce moment-là. Souvent, au niveau de la course, ben, il va y avoir les périostites, syndrome de stress tibial interne, le vrai nom pour ça. Donc, c'est la tâche au niveau d'un muscle qui va devenir très inflammé. Donc, ça va être des blessures qui vont être de surutilisation. Donc, c'est pour ça, c'est le principe de base, c'est vraiment de penser à être progressif, à faire attention, se reposer comme il faut. Ce que je disais tantôt, le repos, c'est aussi important que la course en tant que telle. Donc, de penser à mettre du repos dans notre course. Puis du repos, ça veut dire que une journée qu'on va pas courir, on peut faire autre chose. On peut aller faire du vélo, on peut aller faire de la musculation, on peut faire du yoga. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Puis sinon, au niveau, peut-être un petit sujet que je pourrais parler par rapport aux étirements. Il n'y a rien qui prouve que s'étirer de façon statique là, avant de courir peut réduire le risque de blessure. Parce que au niveau de la course à pied, on n'a pas vraiment besoin de souplesse. Par rapport à d'autres sports, c'est pas de la gymnastique, c'est pas de la danse qu'on fait, c'est pas du ski acrobatique non plus. Donc, à la course à pied, la souplesse, ça sert pas à grand-chose. Fait que de s'étirer avant de courir, ça ne donnera pas grand-chose. Puis, si on veut s'étirer après, encore là, il n'y a rien qui prouve que l'étirement après de la course à pied va diminuer les risques de blessure, mais souvent, ça va diminuer les risques de courbature. Fait que de venir penser à étirer un petit peu au niveau devant des cuisses, les mollets, étirer les ischio-jambiers, étirer les fessiers, ça, c'est des étirements qui peuvent être faits. Ou sinon, un étirement important qui peut être fait aussi, je parlais tantôt, ce qui va nous permettre de courir plus vite, c'est d'amener la jambe plus vers l'arrière. Fait que de venir étirer nos fléchisseurs de la hanche, nos psoas. Fait que les psoas, c'est un genou au sol, puis on vient amener le corps ici en avant. Ça vient tirer le devant de la hanche. Ça n'est un bon étirement qu'on peut faire pour après la course à pied. Puis sinon, avant de courir, ce que je disais tantôt, c'est que les étirements statiques, donc de rester, comme je viens de faire, pendant 30-40 secondes, à étirer un muscle, c'est pas l'idéal pour la course. Mais ce qu'on peut faire avant de courir, par exemple, on appelle ça des étirements balistiques, donc des étirements en mouvement. Fait que, tu sais, ce qu'on peut faire, on peut venir faire un peu mouvement avant-arrière au niveau de la jambe pour venir redonner un petit peu de souplesse puis échauffer tranquillement nos articulations. On peut faire des mouvements au niveau du bassin, des rotations au niveau du bassin chaque côté, rotation au niveau des bras aussi, question d'échauffer au niveau de nos épaules, au niveau de nos bras, notre cou, le haut du corps. C'est quelque chose qui peut être fait. Donc, avant de courir, c'est plus un échauffement dynamique qu'on va faire. Puis après la course, de faire des étirements statiques, ben, comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin de faire. Ça ici. Fait que j'avais une question au baseball. Est-ce que les blessures sont fréquentes par rapport à la course à pied ou par rapport au baseball en tant que tel? Parce que c'est sûr que, tu sais, puis ça, c'est une chose au niveau du baseball. Vous autres, vous vous entraînez. Tu sais, en général, les blessures ne devraient pas être si fréquentes que ça, mais chez beaucoup de gens, les ligues de garage, là, un peu plus au baseball, souvent, c'est que c'est des gens qui, justement, qui sont pas entraînés. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'en n'étant pas entraînés, ces gens-là, ben, quand ils vont jouer au baseball, le baseball, c'est on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, puis à un moment donné, paf, on frappe la balle, puis il faut courir très rapidement, il faut aller voler le but, il faut aller chercher la balle. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures qui sont associées à ce moment-là, parce que chez les gens qui sont pas en forme, ben là, ils vont se blesser les tendons d'Achille, ils vont se blesser les chevilles, ils vont se faire des claquages au niveau musculaire.
Fait que le baseball, ça a l'air de rien comme ça, mais il faut vraiment être bien échauffé avant de jouer au baseball parce que, effectivement, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Puis à un moment donné, paf, l'action, il faut que ça se déroule le plus rapidement possible. Donc, au baseball, c'est ça le risque de blessure au niveau de la course. Fait que c'est pour ça que je vous dirais que même pour un joueur de baseball, c'est important de s'entraîner d'avance, là. Pas juste parce que là, on est confiné et qu'on n'a pas d'autre chose à faire, mais de s'entraîner d'avance à en faire de la course. Puis là, à ce moment-là, chez un joueur de baseball, ce qui va être la particularité, c'est de s'entraîner à sprinter. Donc, vraiment partir pour avoir des départs rapides. Mais avant de s'entraîner à faire des sprints, on fait pas ça pour pas échauffer. C'est toujours bon d'aller courir un jogging, un 15-20 minutes avant. Question que notre corps soit échauffé un peu pour pouvoir venir faire de la course après puis faire des sprints. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est ici. Fait que je vois pas d'autres questions apparaître là, pour l'instant. Si jamais vous avez des questions, là, gênez-vous pas, là, écrivez au CDESL, puis il pourrait répondre à vos questions ou vous mettre en contact avec moi. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde. Ici. Puis à la prochaine.